Bonjour Agnès Collin, Bonjour Sophie. je suis ravie de te recevoir, ravie de te voir plutôt que de te lire, parce que je te lis depuis déjà un certain temps sur les réseaux sociaux. Si je t'interviewe aujourd'hui, c'est parce que tu es professeur de philosophie au Canada, au Québec. J'ai pu voir un peu tes positions par rapport au transactivisme et la transidentité. Et je voulais faire un aparté parce que ça fait 10 ans que je fais des films sur les problématiques neurodéveloppementales, l'autisme. Et pour nous, le Canada, le Québec, c'est un peu l'Eldorado. Ça a été une bouffée d'oxygène. Ça a été un lieu où beaucoup de professionnels sont venus se former et acquérir de nouvelles pratiques pour lutter contre l'obscurantisme qui existait en France. Et en fait, par rapport au transactivisme, on est tous en train de se dire, mais qu'est-ce qui se passe au Canada? Qu'est-ce qui se passe au Québec? Depuis 2, 3 ans, on a vu une espèce de déferlante qui nous a tous frappés, en fait, dans les pays de l'Ouest. Et le Canada est un des pays les pires, qui nous apparaît comme les plus pris de cette espèce de radicalité transgenriste. C'est la raison pour laquelle je voulais t'interviewer aujourd'hui à ce sujet. D'accord. Je voudrais savoir comment ça t'affecte en fait. Comment est-ce que la problématique transactiviste t'affecte au quotidien, sachant que tu vis au Québec et notamment dans le cadre de ton métier de professeur de philosophie. Mais en fait, précisément, moi, le principal point qui me dérange avec ce que j'appelle l'idéologie du genre, ou encore on peut appeler ça l'idéologie queer, quant à moi, c'est la racine de tous les autres problèmes causés par cette idéologie, c'est l'incohérence et la fausseté. Le discours n'est pas cohérent, il repose sur des fausses prémices. Alors, bien sûr, ensuite, ça pose toute une série de problèmes. L'inéquité et le manque de sécurité pour les femmes en sport. Les problèmes que ça pose dans les espaces censés être réservés aux femmes. Est-ce qu'on peut être professeur de philosophie parce que voilà, on peut démarrer comme ça. Au Canada, maintenant ça s'étend absolument partout, mais les transactivistes essayent de considérer et de faire traduire en justice que le simple refus de leur mantra selon lequel un homme transidentifié femme est forcément une femme, enfin une femme trans est une femme, un homme trans est un homme, et que quiconque le remet en question leur mantra, en fait, sont transphobes et que c'est quelque chose qui est punissable également, en fait. Voilà. Comment est-ce qu'on peut être, déjà vivre dans ce contexte et puis quelle influence ça a sur ton rôle, ton métier d'enseignante en philosophie? Alors, non seulement en tant qu'enseignante, mais tout simplement en tant que formée en philosophie, en tant que quelqu'un qui la pratique. À la base même de la philosophie, il y a la nécessité de cohérence, de définition claire. La philosophie, c'est la recherche de la connaissance. Pas nécessairement la prétention de l'avoir déjà trouvé, de ne plus avoir rien à apprendre. Au contraire, justement, la philosophie, le moteur de la philosophie, tout comme de la science d'ailleurs, c'est la remise en question. Alors, déjà, tu le mentionnes toi-même, on veut, dans ce mouvement-là, on veut faire de la remise en question quelque chose d'interdit parce que ce serait discriminatoire, parce que ça reviendrait à invalider l'identité des gens. Alors, si on n'est pas libre de faire de la remise en question, eh bien non, on ne peut pas faire de philosophie. En fait, comment est-ce qu'on peut penser rationnellement si on ne peut pas remettre en question? Parce que remettre en question, ce n'est pas l'équivalent direct de contredire. La remise en question, ça peut être simplement émettre un doute, ça peut être poser des questions pour obtenir des clarifications. Et déjà là, si on regarde les dialogues de Platon, une bonne partie du discours du personnage de Socrate, bon, je sais que Socrate a vraiment existé, mais dans le cadre des dialogues de Platon, on va le voir comme un personnage parce que Platon n'a pas nécessairement rapporté fidèlement des conversations réelles entre Socrate et d'autres interlocuteurs. Donc, le personnage de Socrate, une bonne partie de ses interactions, ça consiste à demander des précisions sur la définition des mots. C'est central en philosophie, puis je dirais que c'est central dans la pensée rationnelle.
Et l'humain a divers modes de communication, bien sûr, mais le langage est probablement l'un des plus importants, sinon le plus important. Mais pour que le langage en soit un, pour que les mots soient des mots, ils doivent avoir une signification, une définition qu'on peut reconnaître collectivement. Maintenant, un mot pourrait avoir plus qu'une définition. À ce moment-là, il s'agirait de spécifier dans quel sens on utilise le mot dans le contexte où on l'utilise présentement. Mais même ça, on ne peut pas le faire. Par exemple, la fameuse question, qu'est-ce que c'est une femme? Demander à des idéologues du genre, à des militants queer de définir le mot femme, soit on n'a pas de réponse, soit on a une réponse qui n'en est pas une. Ils répondent une femme, c'est quelqu'un qui s'identifie comme une femme. OK? Raisonnement complètement circulaire. Sophie, je vais t'expliquer ce que c'est un fidounet. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ça, un fidounet? Non. Un fidounet, c'est quelqu'un qui s'identifie comme un fidounet. Est-ce que tu es plus avancé? Non. Si je ne sais pas ce qu'est un fidounet, je ne sais pas ce que veut dire s'identifier comme un fidounet. En fait, moi, ça me dépasse un peu parce que je me souviens d'avoir appris ça à l'école élémentaire, en première année de primaire, qu'une définition ne doit pas comprendre le mot qu'on cherche à définir, ni un Par mot de même définition, ouais. famille. C'est tellement élémentaire, on apprend ça à l'école primaire. Pour en revenir à l'enseignement de la philosophie, le fait d'identifier l'humain à ses croyances, de dire c'est son identité, donc si vous remettez en question son discours, ses croyances, ce qu'il affirme, c'est cet humain lui-même que vous attaquez, mais on peut pas admettre ça en philosophie, premièrement, et on ne peut pas admettre ça dans une société démocratique de toute façon. Parce que toutes les idées doivent pouvoir être librement débattues. Tout à fait. Le principe, c'est il y a no debate. Il n'y a pas de débat. Juste ça, hein? Et s'il n'y a pas de débat, il n'y a pas de pensée. Woman. Woman, adult, human, female. Simplement donner la définition du mot woman, qui veut dire femme en anglais. Est-ce que tu Certains peux nous disent montrer que ton ça, c'est de t-shirt? la violence. Et là, je sors peut-être un petit peu de mes préoccupations spécifiques de prof de philo, mais est-ce qu'on peut imaginer pire misogynie que de dire que c'est de la violence de la part des femmes de rappeler ce qu'elles sont? Oui, et d'utiliser le mot femme. C'est fou, hein? Et aujourd'hui, c'est censé être une violence pour des personnes homosexuelles d'utiliser le mot homosexuel, gay, lesbienne. On n'a pas le droit. Enfin, les gens n'ont pas le droit. En fait, c'est C'est pas fou, tant hein? qu'on n'a pas le droit de les utiliser, mais l'idéologie queer est venue détourner tous ces mots-là de leur sens. Femme, homme, homosexuel, bisexuel, lesbienne. Ce sont tous des mots dont la définition a rapport avec le sexe, parce qu'une femme, c'est un adulte humain de sexe féminin. Être homosexuel, c'est être attiré par des personnes de même sexe. Mais en voulant remplacer la notion de sexe par la notion d'identité de genre, ils viennent aussi détourner le sens de tous les mots, en fait, dont la définition a un lien quelconque avec le sexe. Et d'ailleurs, la notion d'identité de genre, elle n'a pas de définition digne de ce nom. Essentiellement, ça dit c'est le genre auquel quelqu'un s'identifie. Alors, ça revient à dire l'identité de genre, c'est l'identité de genre. Exactement. La philosophie, c'est on discute, on questionne, mais on questionne des mots. Ce qui est implicite, c'est que c'est des mots qui doivent se rapporter au réel, à la réalité. Et le doute, le questionnement permanent, c'est le doute de notre perception de la réalité. Mais si on doute, c'est aussi pour s'accrocher au plus près de la réalité, pour s'y approcher, pour être plus fin et plus probant et plus efficace dans l'approche de la réalité. Et le discours des transactivistes il utilise le langage pour au contraire couper les ponts en fait avec le réel, avec la réalité, avec la perception des choses qui font sens commun. L'idéologie queer C'est a con. été beaucoup influencée par Judith Butler, qui est même censée être une pionnière, si on veut, voir une fondatrice de l'idéologie queer, même si ça ne semble pas avoir été son intention de fonder une idéologie, mais on retrouve chez Butler l'idée que des mots qui ont une définition claire, c'est de l'oppression, que d'établir des catégories
appliquer des catégories aux humains. Souvent, ceux qui se réclament de Judith Butler vont l'exprimer d'une manière un peu différente. Ils vont dire d'imposer des catégories aux humains, de les obliger à entrer dans des catégories, ça revient à opprimer. Mais quand je suivais des cours de sociologie du genre à l'université, la première chose qui m'est venue à l'esprit quand j'ai entendu parler de ces idées-là, c'était, mais si vous voulez arrêter de mettre les humains dans des catégories, il va falloir arrêter de parler des humains parce que c'est ça le langage. On met les choses dans des catégories, y compris les humains. Ici, une chose, tout est une chose. Hein? Je suis une chose, la philosophie est une chose, mon chat est une chose. Le fait de nommer les choses ne signifie pas qu'on s'y enferme, parce que parmi les contradictions sémantiques qu'on a en permanence dans le culte trans, c'est qu'ils passent leur temps à refuser la binarité du sexe, etc. Mais ils sont les premiers à créer des catégories Oh oui, et à c'est utiliser le langage pour mettre des cases, pour mettre des coups de tampon sur les gens, pour mettre des drapeaux et pour balancer les gens dans des catégories extrêmement rigides. absolument. Puis c'est drôle parce que ils vont dire, par exemple, quand on leur fait remarquer que la définition du mot femme ou la définition du mot lesbienne, par exemple, si on donne la définition traditionnelle, encore habituelle, encore normale, ils vont dire cette définition-là, elle n'est pas acceptable parce qu'elle n'est pas inclusive. Alors, définir une femme comme un adulte humain de sexe féminin, une lesbienne comme un adulte humain de sexe... Encore là, j'imagine qu'on peut être lesbienne même si on n'est pas encore majeur, mais enfin, un humain de sexe féminin attiré par d'autres humains de sexe féminin. Alors là, ils vont dire, ben c'est pas bon comme définition. OK, mais quelle définition alternative est-ce que vous proposez? Puis souvent, leur excuse pour ne pas avoir de définition alternative claire à proposer, ça va être de nous dire que ces mots-là réfèrent à des identités. Donc, la définition peut varier selon chaque personne qui s'identifie comme une femme ou selon chaque personne qui s'identifie comme une lesbienne. Alors ici, j'ai deux remarques à faire. Premièrement, encore une fois, pour qu'un mot soit un mot, il doit avoir une définition collectivement reconnaissable. Et deuxièmement, je veux développer chacun de ces deux points-là, mais je commence par les établir tous les deux. Deuxièmement, quand eux mettent des étiquettes sur les autres, ils défendent le droit de définir, de se nommer avec les mots qu'on veut. Quand vient le temps de défendre le droit d'une personne transidentifiée ou qui se dit non-binaire, de nommer sa propre identité. Mais par exemple, nous sommes nombreux à refuser l'étiquette de cisgenre. Oui, absolument. Mais quand on dit non, je ne suis pas cisgenre, Ils refusent cette je liberté. n'accepte pas l'étiquette que vous voulez me coller. Là, ils vont dire, ben, cisgenre, ça veut tout simplement dire une personne dont l'identité de genre correspond au genre qu'on lui a assigné à la naissance. C'est juste descriptif, t'as pas de raison de le refuser. Alors, à cet égard-là, justement, premièrement, ce n'est pas descriptif. Parce que moi, j'ai pas ça, une identité de genre. En fait, j'attends encore qu'on m'explique exactement ce que c'est. Qu'est-ce que ça veut dire se sentir femme? Ça veut rien dire. Ça veut rien dire du tout. Puis le genre auquel tu t'identifies, ben je ne m'identifie pas à un genre. Alors, non, je n'ai pas une identité de genre qui correspondrait à un genre qu'on m'aurait assigné à la naissance. C'est même Moi, contraire à tout on l'enseignement a du simplement féminisme. constaté mon sexe. C'est contraire à l'enseignement du féminisme. C'est contraire à un siècle de combat, justement, de décorréler le fait d'être une femme au stéréotype de genre. Le mot genre, pour parler des stéréotypes, moi, je l'utilise pas. Je considère que ça porte à confusion. Mais de toute façon, en fait, le problème, oui, bien sûr que ça nuit aux femmes. Ça fait reculer la cause féministe. Mais moi, je pense que le problème, à la racine, c'est même pas ça. Le problème, c'est de véhiculer des faussetés et de tenir un discours incohérent. Quand on fait ça, ça ne peut faire que des problèmes. Ça en fait aux femmes, mais Mm. ça peut en faire à toutes sortes de gens. Sinon, pour en revenir au premier point, c'est-à-dire qu'un mot doit avoir une définition collectivement, sinon collectivement déjà reconnue, qui peut au moins être
amener à l'attention des autres. C'est-à-dire, si j'utilisais un terme que toi, tu ne connais pas, si je peux t'en donner la définition, là, tu peux comprendre ce que je dis, puis à ce moment-là, on peut communiquer. Admettons qu'un mot puisse avoir plus qu'une signification, plus qu'un sens. Les partisans de la théorie du genre, en tout cas ceux à qui moi j'ai eu affaire, aiment bien comparer avec les concepts de parents, père et mère. Alors, ils vont dire, ben, être une mère, c'est pas seulement biologique, c'est aussi social. Et si tu n'acceptes pas ça, tu dis qu'une mère adoptive n'est pas une vraie mère. Alors, écoutez, le mot mère peut avoir au moins deux sens. La mère de quelqu'un, ça peut être sa génitrice de sexe femelle. Ça peut aussi être la personne de sexe femelle, de sexe féminin, qui est responsable au premier chef de cet enfant jusqu'à sa majorité. Donc, être une mère, ça peut être une réalité biologique et ça peut être un rôle social, ça peut être les deux. Un rôle Et social rempli par une femme. bien souvent, la personne qui est la mère biologique d'un enfant est aussi sa mère au sens social. Mais on peut être l'un sans l'autre. C'est-à-dire que, bon, je connais une personne qui a adopté deux enfants et qui a aussi eu quatre enfants biologiques. Donc, une femme, elle a eu quatre enfants dont elle a accouché. Elle a adopté deux autres enfants. Pour quatre de ses enfants, elle est leur mère au sens biologique et leur mère au sens social. Pour les deux autres de ses six enfants, elle est leur mère au sens social, mais pas au sens biologique. Et ces enfants-là, il y a une autre femme qu'on ne connaît pas, qui est leur mère au sens biologique, sans être leur mère au sens social. Alors, le fait de distinguer plus d'un sens à un mot, ça n'empêche absolument pas de donner des définitions claires et d'être capable de dire de l'extérieur, bon, si on parle de mots qui réfèrent à des humains, pour dire qui correspond à la définition, à qui est-ce qu'on peut appliquer ce mot-là. On n'a pas besoin de demander à la personne si elle s'identifie comme telle, si on connaît la définition du mot puis qu'on a la connaissance de la réalité. Admettons qu'on distingue un sens biologique et un sens social. Ça donnerait probablement quelque chose comme une femme, c'est soit un humain adulte de sexe féminin, soit un humain adulte qui se conforme dans une grande mesure aux stéréotypes de la féminité. Je comprends tout à fait que sur le plan du féminisme, accepter la deuxième définition du mot femme, ça a quelque chose d'insultant, c'est un recul, mais c'est un autre point que je veux faire valoir ici. Même si on acceptait ces définitions-là, ce serait possible de dire qui est une femme et qui n'en est pas une selon chacun de ces sens-là. On pourrait parfaitement affirmer que, au premier sens, humain adulte de sexe féminin, je suis une femme. Simone Monet-Chartrand était une femme. Michelle Obama est une femme. Caitlyn Jenner n'est pas une femme. Et si on prend le deuxième sens que j'ai mentionné, c'est-à-dire un humain qui se conforme dans une grande mesure aux stéréotypes que la société dans laquelle il vit associe à la féminité, eh bien, Simone Monet-Chartrand n'était pas une femme. Elle a rejeté les normes de féminité de son époque. Mais les idéologues du genre, ils refusent de clarifier les définitions comme ça. Probablement qu'ils ont conscience C'est une question de prise de que pouvoir. ça passerait très mal. Mais c'est une question de prise de pouvoir. Est-ce que derrière cette manipulation des mots et tu vois, la notion de genre et puis le côté extrêmement créatif au niveau des genres, puis tout est remis en question en permanence, il y aurait 250 genres ou plus. Derrière tout ça, c'est casser les repères, casser le sens collectif des mots et du langage pour se l'approprier et pour avoir une communauté de personnes qui s'identifient par le fait de s'approprier des normes et de remettre en question, d'exiger des autres cette remise en question des normes sociales, en fait. Oui, mais pour imposer les leurs. Pour imposer Parce les que leurs, oui, donc c'est une question de ça pouvoir. impose des normes. Puis, ce que je dis à propos du sens des mots, vous voyez une des raisons pour lesquelles, si on refuse de se dire cisgenre, on refuse l'étiquette, on se fait accuser de transphobie
Et si on écoute les arguments de ceux qui nous accusent de transphobie à cause de ça, ils vont dire, mais si tu n'acceptes pas qu'il y a des personnes cisgenres et que tu es cisgenre, tu es aussi en train de nier que d'autres personnes sont transgenres. Alors, ils ont parfaitement conscience que ce n'est pas vrai que les mots que chacun utilise pour nommer son identité ne, n'ont d'impact, n'ont d'importance que pour lui, parce que les mots ont un sens collectif. Ce n'est pas vrai que ça ne change rien pour les lesbiennes, que le mot lesbienne soit redéfini pour inclure des hommes qui s'identifient au genre féminin et qui sont attirés par des humains de sexe féminin. On leur enlève le mot qui servait à dénoter une réalité importante pour elles, qui les caractérise, qu'elles ont besoin de faire reconnaître socialement pour faire valoir leurs droits. Et à ce sujet-là, ici au Québec où je vis, il y a une militante assez connue du nom de Philly Drouin qui s'identifie comme non-binaire. Et cette personne-là, bon, elle a écrit un livre qui a pour titre Des mots pour exister et j'ai assisté une fois à une conférence du même titre. Alors, la personne part de la prémisse que les humains ont besoin de mots pour nommer leur réalité, pour pouvoir exister socialement. Alors, exister socialement, ça semble être un peu métaphorique comme expression. Ce que j'en comprends, c'est pour faire reconnaître par la société les besoins particuliers qu'on peut avoir, les accommodements dont on peut avoir besoin. Donc, exister socialement, être reconnu par les autres pour ce qu'on est, on a besoin de mots qui réfèrent à ce qui nous caractérise. Alors ça, c'est une prémisse que j'accepte tout à fait. Mais précisément, si on a des mots en français et dans toutes les langues que je sache pour distinguer les humains selon leur sexe, c'est bien parce que le sexe est une réalité importante. S'il y a le mot femme pour désigner les humains adultes de sexe féminin, c'est parce que c'est une réalité importante que la société doit reconnaître, qui a de l'importance pour la majorité des gens. Là, souvent, ceux qu'on appelle les transactivistes, quand on tient un discours comme celui que je tiens en ce moment, ils nous ridiculisent. Ils disent « Ah, tu fais reposer ton identité sur tes parties génitales. » Non, non, je parle d'une caractéristique des humains qui a beaucoup plus d'implications que seulement le fait d'avoir un pénis ou une vulve. De fait, faire de son sexe, non pas son identité, on ne résume pas l'identité de quelqu'un en disant si c'est une femme ou un homme, mais oui, la majorité des gens font de leur sexe un élément important de leur identité. Et il n'y a rien de stupide là-dedans. Parce que le sexe qu'on a, ça fait une différence sur la puberté, sur les besoins en hygiène, sur la manière de vivre sa sexualité, sur la façon d'aller aux toilettes. Mais chacune de nos cellules de toute façon. Et les transactivistes sont les premiers à défendre la réassignation sexuelle, le fait de faire des traitements aux hormones sexuelles contraires, des chirurgies. Donc, on peut pas, tout n'est que contradiction dans les ripostes. Dans leur construction idéologique et dans leur réponse, ils sont complètement enferrés dans des contradictions permanentes. Puis parlant de contradictions, je parlais de Philly Drouin, justement, quand j'ai eu l'occasion de lui parler après la conférence, elle partait de la prémisse que les humains ont besoin de mots pour exister socialement, de mots pour nommer leur réalité pour exister socialement. Je lui ai fait remarquer qu'elle avait présenté les mots femme, homme, fille, garçon comme référents à des genres. Alors, je lui ai fait remarquer que depuis femme et homme, c'est plus que millénaire le sens de ces mots-là. L'homme est l'humain adulte de sexe masculin et la femme est la femelle adulte de sexe féminin. Et je suis pas en train de dire que parce qu'on a toujours fait comme ça, il faut continuer comme ça. Ce que je dis, c'est que on a des mots pour désigner les humains selon leur sexe parce que c'est une réalité importante pour nous. Alors, je lui ai demandé comment est-ce que quelqu'un qui part de la prémisse que l'humain a besoin de mots pour nommer sa réalité, pour exister socialement, peut être prête à priver tous les autres des mots qui servent justement à nommer une réalité importante pour eux, parce que je lui ai dit, vous détournez le sens de ces mots-là et le sens traditionnel, il est important. Alors, j'ai voulu lui faire remarquer ça. Bon, on m'a dit ensuite que je l'avais harcelé. C'était une agression.
Avec des mots comme des lances, des questions, d'odieuses questions. Je lui ai demandé aussi ce qu'elle avait à dire sur le fait que moi, je refuse l'identité cisgenre. J'ai pas eu de réponse à ça. Mais bref, ça, c'en est une belle contradiction dans l'idéologie du genre. Il faut des mots pour nommer la réalité, mais on en a, puis vous cherchez à en détourner le sens, La puis même à réalité, en fait, carrément les idées de sens. c'est là où on a une notion d'idéologie, même de fondamentalisme, parce qu'en fait, ils passent leur temps, toute leur rhétorique lutte contre la réalité, en fait. Le sexe est une des manières d'approcher cette réalité, parce que c'est un truc qui fonde, en fait, les sociétés. Mais ils sont en guerre contre la réalité. Ils sont en guerre contre la perception du réel. Ils sont en guerre contre. Ils se contentent pas de vouloir avoir des mots, des gens pour se définir eux et avoir une place en tant que tel spécifique dans la société. Parce que si c'était ça, ça poserait pas vraiment de problème. Toute cette logique transactiviste vient à exiger des droits mais au détriment des autres, en fait. C'est pas seulement exiger, eux, d'exister en tant que trans, c'est d'exiger que d'autres, par exemple, le terme de femme doit être réservé aux femmes trans et pas pas aux femmes. Aujourd'hui, tu interroges une intelligence artificielle, ChatGPT, sur les femmes, et ben, il peut te sortir que le terme femme ou même comme le terme homosexuel peut être jugé offensant parce qu'ils sont programmés par des transactivistes, ils sont programmés par l'idéologie woke. Il y a une notion de religion en fait derrière ça. Moi, je vois ça comme l'expression, je veux savoir ce que tu en penses, comme l'expression d'une religiosité, de quelque chose, une idéologie fondamentaliste qui vient un petit peu prendre le pas sur d'autres religions au moment où celles-ci sont en train de s'effondrer, de lasser. Mais il y a des fondamentaux patriarcaux et puis c'est toujours une espèce de prétention à combattre le réel avec le langage, en utilisant un langage dans un sens qui est propre à l'idéologie et qui va contre la réalité. Oui, tu sais, je suis allée à McGill, je voulais écouter la conférence de Robert Wintemute. Que tu as aussi passé en entrevue. Alors, oui, je portais le t-shirt que j'ai là. En fait, c'était un coton ouaté avec le même logo. C'est une œuvre. Tiens, ici, j'ai aussi le cahier. Superbe, superbe. Ah, ça, c'est une œuvre de Vanessa Vauqui. C'était une youtubeuse féministe radicale qui critiquait l'idéologie du genre. Elle a perdu au moins 2 emplois à cause de ça. Elle a été beaucoup, beaucoup harcelée. Ça montre bien, vous savez, dans les médias, on nous dit combien, quand les transactivistes prennent la parole, ils disent comment les trans sont ceux qui se font le plus harceler, menacés. Moi, j'ai des doutes. Il n'y a jamais de preuve de toute façon. Ils Ben, ont c'est tout. que en même temps, moi c'est pas ce que je constate quand j'ai voulu aller écouter Robert Wintemute. Est-ce que tu peux Il nous y raconter ce qui s'est avait quelques passé? centaines de manifestants. Ma copine et moi, j'ai une copine qui était venue avec moi pour écouter Robert Wintemute. On a toutes les deux été agressés physiquement, insultés. Moi, j'ai reçu des menaces à mon adresse courriel du travail après. Can I go in, please? Get out! Can you go in? I don't fucking care. You are not passing through. I know you don't care. You're the violent people here. You're erasing my existence, okay? I'm not. I see very well who I Le conférencier s'est fait lancer de la farine, il y a eu du vandalisme. Bon, en même temps, ça a été l'occasion de faire connaissance avec des personnes intéressantes parce qu'il y en avait quelques autres qui étaient venus écouter la conférence. Puis on a commencé par se protéger physiquement les uns les autres. Puis ensuite, on a discuté. Puis j'ai fait la connaissance notamment de Elisa Mondegreen. J'imagine que tu connais un peu le blog de Elisa Mondegreen. Je connais son blog et puis j'ai entendu parler d'elle à travers les interviews de Benjamin Boyce, qui fait un travail remarquable sur les détrans et surtout les personnes critiques du genre. Tout à l'heure, tu as dit si il voulait des mots pour nommer ce qui les caractérise et se faire reconnaître, ça ne poserait pas de problème. Et je suis parfaitement d'accord. Moi, j'écoute des féministes radicales, des féministes universelles
universalistes, des conservateurs, même des gens très conservateurs, jusqu'à Matt Walsh. On s'entend que là, on est dans la droite, très, très à droite. Très, très à droite. Voir que je partage ses allégeances. Moi, j'écoute et je lis des gens de toutes sortes d'allégeances, mais qu'ils veuillent des mots pour se faire reconnaître. Très peu de gens ont un problème avec ça, mais quand ils prennent des mots qui existent déjà, qu'ils en modifient le sens et qu'ils font peser une interdiction morale et même légale quand ils peuvent. Oui, morale et légale. Et dans leur sens traditionnel, là, ça se fait au détriment des autres. Et ce sont eux qui martèlent qu'il faut faire la différence entre sexe et identité de genre, ou encore genre. Mais au Québec, il y a un peu plus d'1 an, il y a eu un projet de réforme de la loi. C'était une loi qui concernait différents aspects, dont la gestation pour autrui, le droit de la famille. Mais il y avait notamment le droit des personnes qui s'identifient comme trans ou comme non-binaires, que leur mention de sexe corresponde à leur identité réelle. Alors déjà, moi, depuis le début, je le fais remarquer. Vous nous dites que sexe et genre, ce n'est pas la même chose et que vous ne prétendez pas être de l'autre sexe. Vous voulez afficher votre genre. Alors pourquoi est-ce que vous voulez modifier votre mention de sexe? Oui. Mais par ailleurs, le gouvernement qui est en place en ce moment, la coalition Avenir Québec, suite à un jugement, le jugement Moore, je l'ai lu au complet, j'ai écrit un texte qui est paru dans la revue Argument sur le jugement Moore. La première idée du gouvernement, ça a été de vraiment distinguer sur les papiers d'identité le sexe de l'identité de genre. C'est-à-dire qu'en gros, pour tout le monde, la mention de sexe resterait le sexe réel et ceux qui considèrent avoir une identité de genre auraient pu faire ajouter la mention de leur identité de genre. Alors, Sophie, une devinette pour toi. À choix de réponse. Qui a fait un scandale quant au projet de distinguer institutionnellement le sexe du genre et de permettre à ceux qui le souhaitent d'afficher les deux? Est-ce que c'était les féministes radicales, les conservateurs ou les militants du genre? C'est les militants du genre. Mais je le sais parce que Robert Pointe-Mute me l'a dit. Oui, oui, non, mais c'est les contradictions. Parce qu'en fait, ils sont dans un totalitarisme absolu. Ils veulent l'abolition du sexe. Les féministes et les conservateurs n'en ont pas de problème avec ça, qu'on leur donne une reconnaissance. Et oui. Et bon, quand la loi C-16 était en préparation, quand elle a été adoptée, que ce soit des conservateurs comme Jordan Peterson, des féministes comme Diane Guilbeault, l'idée de protéger les personnes trans contre la discrimination, de dire que ce sont des humains avec une dignité égale, qu'on ne devrait pas avoir le droit de les discriminer à l'emploi, au logement, on ne devrait pas avoir le droit de les harceler parce qu'ils sont trans, qu'ils aient les mêmes droits que les autres êtres humains. Qui n'est pas d'accord avec ça? Ça doit exister, j'imagine, mais c'est tellement marginal. On est pour qu'ils aient la même reconnaissance que les autres humains. Ils veulent plus que la même reconnaissance. Ils veulent contre les droits des autres. Les idéologues du genre. Parce que bien des personnes trans, puis bon, bien sûr, il y a des personnes transsexuelles, oui, tout à fait, qui sont tout à fait pacifiques et qui vivent leur vie tranquillement sans être transactivistes. Et derrière les transactivistes, il y a des gens qui ne sont pas trans du tout, mais qui poursuivent cette logique. Ils ont utilisé un moyen d'avoir une logique disruptive et destructrice. Enfin, il y a une des trans qui disait ce qu'ils recherchent, c'est le chaos. L'objectif, c'est le chaos. C'est d'imposer à travers un discours victimaire le chaos social, en fait, pour exister. Bon, pour en revenir à ta première question, l'enseignement de la philosophie, c'est certain, pas seulement de la philosophie, la biologie. Oui. En fait, n'importe quel discours dans lequel il faut qu'on parle de mâle, de femelle, d'homme, de femme, ça devient très délicat. Mais concrètement, comment ça s'exprime au Canada aujourd'hui en tant qu'enseignante? Bonne question. Je crois que, par exemple, en Ontario et en Colombie-Britannique, il y a des lois, mais sur le plan de la loi, je ne suis pas la mieux informée.
honnêtement. Au Québec, ce que je sais, c'est qu'il y a des recommandations d'utiliser les pronoms et prénoms demandés par les élèves qui revendiquent une identité de genre. On reçoit des recommandations de s'ajuster à l'identité de genre des élèves. Outre les recommandations qu'on peut nous faire sur la manière d'interagir avec un élève en particulier, quand on donne un cours, parce que le problème, c'est que les exigences de certains transactivistes s'étendent à des choses qu'on peut dire sans que ce soit adressé à une personne en particulier, sans que ça s'adresse à eux personnellement. Alors, par exemple, si un enseignant en biologie disait à la puberté, les filles deviennent menstruées, ça pourrait être interprété comme de l'exclusion. Oui, c'est transphobe, c'est un discours transphobe. Mais il n'y a personne qui a été visé. C'est un fait général. Dans la phrase, l'enseignant a utilisé le mot fille dans son sens normal, un jeune humain de sexe féminin. Mais c'est là que, comme enseignant, que ce soit en philosophie ou dans n'importe quelle discipline, on en vient à marcher sur des œufs parce qu'on ne sait pas ce qui peut être interprété comme un discours discriminatoire. Et même, tu enseignes, la tâche de la philosophie, ta tâche d'enseignante, c'est d'enseigner l'esprit critique. Donc, même si tu abordes des sujets qui n'ont rien à voir avec la biologie, avec le sexe, le genre, etc., à partir du moment où tu enseignes l'esprit critique, tu enseignes la sémantique et les problèmes logiques. Ben oui, parce que c'est un peu un serpent de mer, le transactivisme aujourd'hui par rapport à ça. Une bonne partie de mon enseignement, c'est d'apprendre aux étudiants à conceptualiser, définir des mots de façon claire, ce que l'idéologie queer appelle de l'oppression, du moins quand il s'agit de mots qui réfèrent à des humains. Puis, tu sais, en philosophie, on parle de théorie de l'évolution, on parle de différents aspects de la biologie parce que la biologie a des implications philosophiques. Quand on se demande ce que c'est un être humain, quand on se pose des questions d'ordre éthique, la réalité biologique, elle est quand même impliquée. Il y a des éléments de la réalité biologique qu'il faut prendre en compte pour se prononcer sur la nature humaine et sur les questions éthiques, y compris la réalité du sexe. Il y a toutes sortes de réalités biologiques dont on peut avoir besoin de tenir compte en anthropologie philosophique, en éthique, en philosophie politique, et celle-là y compris. Donc oui, ça rend l'enseignement, non, je peux même pas dire plus compliqué, moins sécurisant. Une menace. Puis c'est surtout dans la mesure où le critère pour dire si ce qu'on a dit était transphobe ou excluant ou discriminatoire, c'est que quelqu'un l'ait ressenti comme tel. Mais ça n'a pas de sens, ce critère-là. Non. On fait complètement abstraction de l'intention du locuteur, du sens reconnu des mots, de la réalité, carrément. Complètement. Ce qui est mis en priorité, c'est le ressenti de la personne qui dit « Je considère que j'ai été exclue, qu'on a nié mon existence. » C'est une menace pour la liberté d'expression. Pour la liberté d'expression, pour l'enseignement, parce que quand on ne peut plus définir clairement les mots, exposer les faits scientifiques, l'enseignement va très mal. Puis, bon, ce qu'on dit, là, je m'inspire du philosophe Sam Harris, les mots ont une importance concrète parce que ce qu'on dit a un lien avec ce qu'on fait, avec ce qu'on s'engage à faire et avec ce que les autres vont faire aussi parce qu'on communique par le langage et les autres, collectivement, on ajuste nos façons d'agir en fonction de ce qui a été communiqué. Alors, par exemple, moi, quand on me demande pourquoi je suis rigide à ce point-là, par exemple, moi, quelqu'un qui s'identifie comme trans, admettons, il est de sexe masculin, il s'identifie au genre féminin, je vais pas faire exprès de l'appeler monsieur. Je ne vais pas insister pour mentionner son sexe, mais si on me dit il faut que je l'appelle madame, que je valide, que je lui dise oui, tu es une femme, beaucoup de gens m'ont dit mais ça n'a pas vraiment d'implication, ça fait plaisir à la personne, à toi ça t'enlève rien. Ça, c'est négliger le fait que ce qu'on dit n'est pas isolé de ce qu'on fait. Si je reconnais que c'est une femme, comment est-ce qu'après je pourrais dire que cette personne ne doit pas partager les vestiaires des femmes ou les douches des femmes? Lia Thomas
À la seconde où on reconnaît que c'est une femme, quel argument on a pour dire que ce n'est pas juste qu'il Bien sûr, compétitionne du côté des femmes? tout à fait. Et puis, c'est faire violence à notre perception. C'est faire violence à la perception du réel. C'est Aussi. c'est une forme de violence, en fait. Ah, je suis À chaque fois parfaitement qu'ils d'accord disent avec toi. on Il y est, a une forme de violence dans le fait de... ils clament dans leur ressenti, mais en fait, ils ont une exigence que les personnes en face fassent totalement abstraction de leur ressenti. Oui, ben, la LGB Alliance, c'est une partie assez importante du discours de la LGB Alliance de faire remarquer qu'ils veulent faire admettre qu'on est attiré par les gens en fonction de leur identité de genre. Mais l'identité de genre, ce serait une perception subjective que la personne a d'elle-même. On n'est pas attiré par les gens en fonction de leur perception subjective. On est attiré en fonction d'une certaine réalité. Puis quand on parle... Ben, en fait, quand on parle d'attirance tout court, qu'on parle d'orientation sexuelle ou pas, oui, il y a une réalité anatomique. Oui, il y a une réalité anatomique, biologique, Il nous y a, sommes des il y animaux, a nous quelque sommes des chose de êtres physique, sexués, de et bien sûr, visuel et bien sûr. qui est impliqué. C'est là où on a affaire à un schéma idéologique qui est en guerre contre la réalité et qui a la prétention de tordre cette réalité avec les mots et de l'imposer aux autres, avec une cristallisation idéologique. Pour moi, moi, je le vois ça comme un phénomène religieux. Oui, puis j'avais écrit dans le billet que j'avais écrit pour la revue Argument, une chose que je fais remarquer, c'est qu'il y a vraiment une inversion accusatoire parce que les transactivistes accusent les féministes radicales qu'ils appellent des TERF, les membres de la LGB Alliance, les gens comme moi, ou en fait quiconque critique l'idéologie du genre, ils les accusent d'effacer l'existence des personnes trans. C'est littéralement l'inverse. Ce sont les transactivistes qui effacent l'existence des femmes et des LGB, comme si ça n'existait pas un humain de sexe féminin. Non, c'est une identité, c'est un ressenti. Non, c'est une anatomie. Moi, je vis avec. Et toi Les aussi. filles vivent avec, quoi qu'ils Euh, disent, sinon ils ne seraient pas et vent debout pour les traitements de réassignation sexuelle. Parce que s'ils étaient experts de obliger genre, ils se contenteraient du genre. obliger les LGB à redéfinir leur orientation sexuelle, à dire que ce qui les caractérise, c'est d'être attirés par une identité de genre. Qu'est-ce que c'est d'autre qu'effacer leur réalité? Parce que leur réalité, c'est d'être attirés par des personnes de même sexe. Pour moi, c'est du fascisme. Pour moi, c'est un mouvement fascisant. Ben, en tout cas, c'est certainement pas un mouvement pour la liberté. Puis, bon, Robert Wintemute, puis c'est pas le seul exemple, mais vu que tu l'as passé en entrevue, on va le prendre comme exemple. Lui, la conférence qu'il venait faire, c'était pour dire il faut équilibrer les droits de différents groupes d'humains. Comment est-ce qu'on peut qualifier de nazi, de fasciste? Comment est-ce qu'on peut prétendre que quelqu'un est associé à l'extrême droite? Le traité de fascisme, ou même il y en a qui ont traité Wintemute de nazi. Comment est-ce qu'on peut traiter de nazi quelqu'un dont le discours est il y a plusieurs groupes d'humains impliqués, ils ont tous des droits. Discutons de comment on peut équilibrer les droits de ces différents humains. Ça, c'est le contraire du fascisme. Inversement, moi, la question que je me pose, c'est les personnes trans qui se sentent opprimées par ce discours-là. Ah bon? C'est opprimant pour vous qu'on veuille dire que les femmes ont des droits puis qu'on veuille équilibrer vos droits avec ceux des femmes? Qui est contre les droits de l'autre? Mais oui. J'ai remarqué aussi tout à l'heure, là, le mois de la fierté s'en vient, puis il semble que des groupes de lesbiennes vont être exclus des activités. C'est l'éradication des lesbiennes, l'éradication politique, en tout cas, et sur le champ social des lesbiennes. Mais Elles sont... moi, je remarque toujours le même discours chez ceux qui se font traiter de transphobes, c'est oui, les trans ont des droits, on veut que leurs droits sont respectés, mais nous aussi, on a des droits. Le côté qui reproche à l'autre de faire valoir ses droits, c'est toujours celui des idéologues du genre. C'est toujours non, vous les femmes, vous les lesbiennes, vous les LGB, quand vous dites nous, nos droits, vous opprimez les trans. C'est une menace aussi pour les enfants, une menace sur les droits de la famille, en fait. Hein.
C'est au Canada, comme dans plein d'endroits, dans la loi, sinon dans les faits, on s'aperçoit que le culte, il y a une emprise sur les gamins, sur des ados de plus en plus jeunes, qui sont sommés de se référer au culte du genre et à conformer leur corps. Étrangement, là, le corps revient, hein. Alors, je me trompe peut-être, mais on a vraiment l'impression que le Canada s'est englué dans l'idéologie woke et va très très loin en fait. Par exemple, les groupes de parents qui ont des enfants trans et qui sont opposés au culte, enfin, ils sont complètement défaitistes au Canada. Il y a quasiment personne, en fait, qui s'oppose. Il y a une espèce de rouleau compresseur. Alors, la situation est peut-être différente au Québec. À la journée, le 8 mars, le premier ministre du Canada qui écrit sur Twitter, une fois pour toutes, les femmes trans sont des femmes. J'ai cru à un fake, tellement c'était énorme. Tu sais. Et Je te je te pose dis ça la pour question. l'ensemble des Canadiens, lui. Non, c'est vrai, quoi. Ouais. Mais en fait, oui, c'est un mouvement, comme tu dis, qui vient d'en haut. À quel point monsieur et madame tout le monde croient vraiment à ça. En fait, moi, mon hypothèse, c'est à la base, je crois que la majorité des gens sont pour les droits des trans et je m'inclus là-dedans. Généralement, bon, les conservateurs, les féministes radicales, dans quelques cercles des gens ont été attentifs dès le début. On dit attention, là, on est en train d'accepter quelque chose qui va mener à des Mais voilà, dérives. mais personne à la base n'est contre les droits des trans. C'est simplement Mais attention aux dérives et attention de pousser des exigences qui vont empiéter sur d'autres droits. Ça n'a rien à voir. c'est que la majorité des gens, quand on leur parlait de droits des trans, probablement que ce qu'ils avaient en tête, c'est que, bon, si quelqu'un est diagnostiqué avec la dysphorie de genre, qui fait une transition, ça reste un humain avec la même dignité que tout le monde. Il devrait être protégé dans ses droits. Ben, je suis certaine que l'immense majorité des gens est d'accord avec ça. Bien sûr. Et de toi aussi, et Mais moi bien aussi. sûr, y compris les féministes radicales, et bien sûr. Y compris Les les personnes critiques du genre sont d'accord avec ça. De toute façon, il faut se battre contre la discrimination des personnes trans, mais discrimination signifiant violence, exclusion, enfin réelle. Ben, on fait référence à des choses concrètes, réelles et violentes, et pas Mais ça, c'est que à la les gens n'avaient pas conscience de ce qu'on imposait vraiment dans les institutions. On dirait que là, les gens commencent un peu plus à s'opposer parce que quand ils se rendent compte qu'on enseigne à leurs enfants qu'être un garçon ou une fille est une question de ressenti, ça attend un petit peu, là. Ouais. Être un garçon ou une fille, c'est une réalité. En fait, dans l'enseignement, bon, j'ai mentionné tout à l'heure que certains enseignants marchent sur des œufs. Il y en a d'autres qui sont à fond dans l'idéologie queer et qui se font un plaisir de l'enseigner à leurs élèves. Comme enseignante au collège, il m'est arrivé de recevoir certaines confidences de la part d'élèves qui avaient qui étaient perplexes ou même qui étaient mal à l'aise avec certains discours parce que par exemple, un élève qui entend son professeur dire, ben, si vous n'acceptez pas qu'il y a des femmes avec un pénis, vous êtes transphobe, vous êtes habité par la haine. Bon, c'est des jeunes adultes, mais te faire dire par ton professeur que tu es haineux, puis je me mets à la place d'un jeune adulte. Les plus jeunes de nos étudiants ont quand même 17 ans, c'est pas vieux. Puis pour beaucoup d'entre eux, évidemment que les femmes n'ont pas de pénis dans le sens habituel de ce mot-là. D'ailleurs, on attend encore qu'on nous donne un sens alternatif. On en discutait Oui. tout à l'heure. Si ce n'est pas un humain de sexe féminin, une femme, qu'est-ce que c'est? Ah, on n'a toujours pas eu de réponse, mais bref, ou qui se faisait enseigner différentes idéologies woke. Souvent, ça porte sur la question de l'identité de genre, mais ça peut être sur autre chose aussi. Puis, ils sentent qu'ils ne peuvent pas poser de questions, ils ne peuvent pas soulever des questions qui pourraient suggérer qu'ils n'adhèrent pas complètement à ce que dit l'enseignant.
Puis, ben, je veux pas non plus en dire trop long parce que des étudiants viennent se confier à moi. C'est certain que moi, je raconte rien de ce qu'ils me disent et spécialement pas quand je suis filmée, même si je les nomme pas. Je garde ça très confidentiel, mais j'en ai eu un bon nombre qui m'ont dit qu'ils avaient des malaises, soit avec des choses qu'un professeur leur avait dit, mais ce n'était même pas en soi le fait que le professeur leur parle de personnes trans, de personnes non-binaires, d'identité de genre. C'était vraiment la manière dont c'était fait. Si on ose poser une question, on risque de se faire rabrouer, de se faire traiter de transphobe, de se faire dire qu'on fait de la discrimination. Alors, ils n'osent rien demander, ils n'osent rien dire. J'en ai eu qui m'ont confié aussi qu'ils avaient peur de se faire intimider par les autres élèves. S'ils osaient dire... Souvent, c'était des étudiants, ils n'étaient même pas, on s'entend, toi et moi, on est dans l'opposition par rapport à l'idéologie du genre. Quelqu'un comme Jordan Peterson, qui est un conservateur, lui, il est dans l'opposition. Il y a des gens qui vraiment s'opposent. Nous, on a dépassé le stade du questionnement, on a compris. On a entendu, on a compris et on contredit. On donne des arguments contre. Mais souvent, c'était des étudiants qui n'étaient pas à ce stade-là du tout. Ils commençaient à en entendre parler, mais ils se figuraient que juste montrer qu'ils étaient perplexes, qu'ils n'acceptaient pas ça comme ça, là. Oui. Juste ça, c'était se mettre en danger. Alors, est-ce qu'on peut vraiment enseigner si on transmet volontairement ou pas le message aux étudiants qu'ils ne peuvent pas poser de questions? Puis, même par rapport, tu as le droit de poser des questions, tu as le droit de te tromper. Déjà, on nous dit qu'on a le droit de poser des questions, mais c'est accompagné aussi d'un message assez commun qui est, mais c'est pas aux personnes trans et non-binaires de vous éduquer. Vous ne devez pas mettre sur elle le fardeau de répondre à vos questions. Alors, OK, est-ce qu'on peut poser des questions ou si on peut pas? Puis, si on pose des questions jugées offensantes, là, on se fait accuser de harcèlement, d'intimidation. Puis, il y a aussi quelque chose dans les discours des... Ceux qui prétendent informer, ils vont nous dire, par exemple, tu as le droit de ne pas savoir, de ne pas être informé, tu as le droit de te tromper, mais une fois qu'on t'a informé, si tu n'obtempères pas, là, tu es un méchant. Ça, j'ai vu ça chez Philly Drouin. Puis, j'ai vu ça chez d'autres militants qui prétendent aussi informer sur cette question-là. Des bons très binaires, les gentils, les méchants. La position qui est la mienne, j'ai écouté, j'ai entendu, j'ai compris ce que vous avez dit et j'ai des bonnes raisons de ne pas aller dans votre sens. Ne serait-ce que, est-ce qu'on peut juste discuter? Discuter, c'est transphobe. Est-ce que je peux faire valoir mon point de vue? Non, parce que tu n'es pas concerné. OK, on change la définition du mot femme et je ne serais pas concernée. Quand on me dit, si tu définis le mot femme comme ça, là, ben, tu exclus les femmes trans, entre guillemets. OK? Quand vous dites qu'une femme, c'est quelqu'un qui a une identité de genre féminine, vous dites que je ne suis pas une femme. Et ça prouve aussi qu'ils se foutent de la foutaise, leur identité de genre féminine. Parce qu'il n'y a aucune raison qu'ils soient nés hommes, il n'y a aucune raison, en fait, logique, de les empêcher d'être empathiques vis-à-vis des femmes, de la situation des femmes. Mais en fait, les personnes qui se sentent offensées par l'usage du mot femme expriment en fait à travers là l'absence totale d'empathie, de réalité du genre féminin et leur désir de vampirisme en fait. Leur désir, à travers cette espèce de construction idéologique délirante, de combattre la réalité. Toi, tu as dit genre féminin. Moi, je bannis complètement. Pour moi, le genre féminin, ça existe juste en grammaire. Oui, mais je l'utilisais dans ce sens-là. Hein. Ceci est une tasse. Oui, enfin, dans le sens. Oui. Tu as dit tout à l'heure que tu marchais sur des œufs en tant qu'enseignante. Et en tant qu'enseignante ou en tant que femme au Québec, ta liberté d'expression est menacée. Est-ce que tu sens depuis 2-3 ans, 4-5 ans, un poids au quotidien? En fait, j'ai l'impression, si je me fie à ce que j'entends à propos de l'Ontario, des États-Unis, de la Colombie-Britannique, ici au Québec, la liberté d'expression va mieux qu'ailleurs pour l'instant. Ceci dit,
Moi, j'ai été harcelée. Il y a souvent eu des militants qui ont essayé de convaincre mon employeur de me congédier à cause de mes positions sur l'idéologie du genre. Comment dire, bon, est-ce qu'on marche sur des œufs? Oui, on a toujours une crainte, sauf qu'en même temps, il y a beaucoup d'étudiants qui sont prêts à en entendre parler, entendre parler des différents points de vue. Le danger, c'est que si on en a un ou deux qui décident que pour eux, c'est opprimant, c'est ça le problème, non pas simplement avec l'idéologie du genre, mais avec ce qu'on appelle les woke. Ils sont une minorité, mais ils décident pour tous les autres. Il faut que tous les autres soient dans l'impossibilité d'entendre le point de vue des féministes radicales, celui des conservateurs, ou que sais-je. Faudrait que tout le monde... Pas de discussion, pas d'autres opinions possibles. C'est ça. Bon, ce qui est arrivé avec Robert Wintemute, c'était pas assez de pas aller l'écouter. Ceux qui voulaient aller l'écouter, c'était non, nous, on a décidé que vous n'aviez pas le droit. Écouter Robert Wintemute, qu'ils n'avaient pas le droit de parler, puis ils se sont même permis du vandalisme, puis de la violence physique. Puis bon, moi, ça fait 3 fois, je pense que je parle de cet exemple-là précis, mais c'est parce qu'il y en a d'autres. Il y en a eu d'autres, des événements comme ça, puis il y en a eu avec plus de violence que celui-là. Il y a une radicalisation avec une violence agie. C'est là où on a un mouvement sectaire et fascisant, oui. Puis, il est à noter qu'au Québec, on a un groupe de féministes. Ce sont des féministes radicales et universalistes. Ça s'appelle Pour les droits des femmes du Québec. Il y a des militants de l'idéologie du genre qui font beaucoup de pression sur le gouvernement pour leur enlever leurs subventions, leur faire enlever leurs subventions. Alors, OK, vous, votre geste pour la justice sociale, c'est de faire définancer un groupe qui lutte pour les droits des femmes. Vous pourriez pas plutôt mettre vos efforts dans des mesures qui aideraient les personnes trans plutôt que dans des mesures qui nuiraient à un groupe de femmes? Puis, elles reçoivent pas des subventions énormes. Comment ça se fait que c'est une priorité? Puis, ça, c'est pas au Québec, mais à Vancouver, le Vancouver Rape Relief Center, à Vancouver, il y en a des refuges qui accueillent les personnes trans. Mais c'était vraiment important de faire définancer le Rape Relief Center. Puis il y a eu du vandalisme, puis il y a vraiment eu des slogans très violents écrits sur ce refuge-là. Alors, on sait que l'endroit est habité par des femmes qui ont fui la violence. Comment est-ce qu'on peut se prétendre défenseur de l'humain, de la justice sociale, quand on fait des menaces et qu'on fait perdre des ressources à des femmes qui comptent probablement parmi les membres les plus vulnérables de notre société? Ce mouvement-là ne défend pas les droits humains. Pas du tout. Puis quand je dis ce mouvement-là, je ne parle pas des personnes trans. Oui. Il y en a qui se dissocient. D'ailleurs, une personne trans qui se dissocie de cette idéologie-là risque de devenir une des principales cibles. Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Agnès. Merci pour ton éclairage. Merci de m'avoir invité. Et ta clarté. Merci encore.